On voit aujourd'hui que la place du musée, elle est au défi de l'immersif, au défi du numérique pour engager des nouveaux publics. C'est déjà ce que Pierre Wilk a partagé avec nous hier dans le débat autour de la transformation des institutions culturelles. Et on va passer en revue, comme on le fait maintenant, vous l'avez compris, de manière traditionnelle, presque au kiff, des cas d'usage, des histoires avec les acteurs qui les ont vécus et qui sont en train de les vivre. C'est un moment, là aussi, magnifique au Centre Pompidou qui nous accueille, avec un univers qui a été créé par notre partenaire Multicam et Dreamcorp, par Stan Walbert, où il y a une aspiration vers le numérique. Et j'insiste sur le fait que là, on est dans de la XR. C'était l'intérêt d'avoir ce studio virtuel, c'est de montrer ce qui est en train de se passer. Et on est dans un studio où tout ce que vous voyez là est calculé par ordinateur. C'est un travail absolument considérable. Les caméras que vous voyez en face sont traquées. Ce sont des caméras automatiques. Et c'est le sens de ce qu'on fait. On essaie de s'appliquer à nous-mêmes nos propres médecines et de faire vivre au rythme du moment ces technologies avec notre ambition culturelle. Cette question des musées, en fait, pour engager de nouveaux publics, elle est vraiment centrale. Elle permet, je pense, d'imaginer un avenir et de concrétiser, si je peux dire les choses, un avenir pour ces musées et aussi un avenir pour la culture qui soit ouvert. Un avenir où, comme on l'a montré plus tôt dans l'industrie, on utilise le réel, le virtuel pour se balader, on utilise le réel, le virtuel pour découvrir, on utilise le réel, le virtuel pour se former. Et c'est pour ça que cette séance sera co-animée avec Clara Schmelk. Clara, est-ce que tu peux te présenter ? Je suis journaliste et chargée de cours à Sciences Po Strasbourg. Et philosophe. Et philosophe de formation, oui. Voilà, donc elle aura plus de hauteur sur les questions, mais aussi une vraie curiosité sur ce qui est en train de se passer en termes de transformation, cette ouverture du monde. Et en termes de progrès social aussi. En termes de progrès social aussi et culturel. Donc on est vraiment au cœur de notre démarche. Pour lancer la discussion, j'appelle nos amis Naoufel Ben Youssef et Christophe Chesson. Je vous laisse vous installer et puis je voudrais aussi saluer Valérie Senghor qui est avec nous depuis Paris, qui n'a pas pu se joindre à nous. Valérie, est-ce que tu nous entends ? Bonjour Valérie. On n'a pas le retour son ici. On n'a pas le retour son. Je vous entends très bien. Ah, tu nous entends. Bonjour Valérie. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Tu nous parles depuis Paris, depuis le Centre des Monuments Nationaux ? Ou depuis chez toi? Je suis à Paris, oui. Pas au Centre des Monuments Nationaux, mais pas loin. Voilà, tu es la directrice adjointe en charge de la transformation de l'ensemble des monuments dont tu as la charge. Tu peux nous dire un peu ce qu'est le Centre des Monuments Nationaux? Alors, le Centre des Monuments Nationaux, c'est un réseau de 100 monuments. C'est une vieille dame, le Centre des Monuments Nationaux, puisque c'est l'ancêtre de son ancêtre était la Caisse historique des monuments. Et voilà, c'est un établissement qui a beaucoup évolué dans ses missions en 100 ans. Il est rattaché au ministère de la Culture et ses grandes missions, c'est vraiment de conserver, entretenir ce riche patrimoine exceptionnel qui lui est confié par l'État et de le faire connaître au plus grand nombre par l'ouverture à la visite et plein d'événements qu'on organise chaque année. Il y a quand même le Mont Saint-Michel, l'Arc de Triomphe, pour donner une idée de... Oui, tout à fait, le Mont Saint-Michel, des grands monuments de l'histoire républicaine comme le Panthéon, l'Arc de Triomphe, des monuments inscrits au patrimoine universel UNESCO comme les remparts de Carcassonne, le Mont Saint-Michel, du patrimoine du XXe siècle aussi avec des grandes maisons d'architectes, la Villa Savoie de Le Corbusier, on en reparlera parce qu'on a un projet immersif qui concerne la villa. Donc c'est un réseau effectivement tout à fait exceptionnel par sa diversité historique, scientifique et la qualité de ses sites. Merci d'être avec nous. Je te questionnerai au fur et à mesure de l'évolution de la discussion. Alors, nos deux premiers invités, c'est Christophe Chesson, Naoufel Ben Youssef. Alors, présentez-vous succinctement pour qu'on comprenne quel est l'enjeu. Naoufel. Bien. Je suis producteur et j'ai accompagné le projet, puisqu'on est là pour présenter notre expérience sur le musée de Doha. J'ai accompagné 4 galeries. Quand tu dis étant producteur,
producteur traditionnel ou producteur de VR? Alors, producteur de cinéma? Je suis originellement producteur de cinéma et j'ai accompagné pour le musée de Doha en production. Et là, on n'est plus du tout dans cette forme qu'on a habituellement dans le cinéma. C'était différent. Et j'ai accompagné en tant que producteur exécutif, puisqu'en fait, le commanditaire était le National Museum of Qatar, et à travers son bras exécutif qui était le Doha Film Institute, et j'ai accompagné pour eux 4 galeries en production. Christophe? Bonjour, merci de nous recevoir. Moi, je viens du monde du cinéma. J'ai été assistant réalisateur en fiction pour le long métrage pendant une trentaine d'années. Et puis, j'ai attrapé le fil. J'ai commencé à écrire des scénarios, puis à réaliser. Et j'ai attrapé ce train de la constitution des films du Qatar grâce à Jacques Perrin, avec qui je travaillais à l'époque. Et voilà, ça a été ma plongée dans le monde immersif. Et peut-être ce qui fait la singularité de notre aventure, c'est qu'on est parti d'un projet de film pour aboutir à un projet de spectacle en immersion totale. Voilà, c'est pour ça que je trouve que cette histoire est intéressante, parce qu'elle montre que, contrairement à ce qu'on dit, il y a une continuité, il y a des talents, il y a des savoir-faire. Toi, tu es un producteur de cinéma, j'allais dire classique. Toi, tu es un réalisateur avec tout ce que ça comporte, notamment en France, l'écriture, le pouvoir créatif. Et puis, vous vous retrouvez autour de ce projet incroyable, qui est le projet finalement de Jean Nouvel, qui crée un musée pour le Qatar. Et finalement, dans ce musée, qui est extraordinaire, je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble ce musée, c'est le musée qui est dans le désert. Tu peux peut-être Rose des Sables, tout à fait. nous dire un peu, parce que comment ça se passe? C'est le Qatar Institute qui vous appelle? Tout à fait. Et qui cherche à travers le monde des réalisateurs pour réaliser des films comme contenu de ce musée. Et à partir de cette architecture... Voilà, l'architecture est monumentale. Monumentale. Les murs font quelle hauteur? Alors, il n'y a aucun mur qui soit égal à l'autre, puisque c'est une rose des sables et on est à l'intérieur de cette rose des sables. On a des murs concaves, convexes, arrondis, complètement à l'oblique. Chaque galerie est unique. Voilà. Et donc il faut penser le format qui sera distribué totalement différemment. Christophe, toi tu es réalisateur, tu tombes de ta chaise, tu dis qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'était doublement intéressant parce que le Qatar est un pays émergent qui a encore 30 ans était une série de tas de sable, et c'est un peuple qui cherche sa destination, qui cherche son histoire, qui cherche à marquer, à poser les jalons de sa future civilisation. Et quand le musée a été mis en chantier, je pense que la question de ce qui allait avoir à l'intérieur n'avait pas été clairement posée. En l'absence le bâtiment, pour exemple, remplaçait un petit palais dans lequel il y avait l'ancien musée national. Et ce musée national faisait peut-être 3 étages de 50 mètres carrés à chaque. Et là, on change de dimension. Et là, tout d'un coup, Jean Nouvel fait une œuvre. Et on a un bâtiment qui fait presque 1,5 km de galerie. Donc, avec cette fameuse rose des sables. Grand, voilà. Donc, et donc, c'est posé la question du contenu. Et à un moment, une des réponses qui a été apportée, c'était... puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qu'on va mettre dans le musée, la solution, ça va être de faire des films. On va mettre des films sur tous les murs qui parleront de la culture du Qatar, et très vite, une espèce de scénario et de narration a été posée. Et donc, on est allé chercher des cinéastes un peu partout sur la planète pour réaliser ces films. Donc, Jacques Perrin, notamment. Jacques Perrin, entre autres réalisateurs, Abderrahmane Sissako, Miraner. Miraner, donc des très très grands noms. Donc des grands noms, oui. Voilà. Dont le tien. Oui, on verra. On verra. Et toi, en tant que producteur, tu te retrouves dans cette situation incroyable où il y a des murs pas possibles, ce ne sont plus des écrans. Et comment vous réagissez collectivement face à ce défi? C'est une page blanche, on avance jour après jour, et c'est effectivement une grosse partie de recherche et développement, et on fait des essais, et on avance des hypothèses, des intuitions, et puis
C'est vrai qu'on a eu la chance de travailler sur un temps long, ce qu'il faut quand Ça a même... duré combien de temps, ce projet? de la première. C'est pas très symptomatique, malheureusement. Moi, j'ai commencé à travailler sur le projet en 2011, mais sur des ébauches de films qui se sont avérés complètement impossibles à mettre en œuvre, et à une époque aussi où le Qatar cherchait son identité, et il a fallu un peu de temps pour que cette digestion et cet accouchement se passent. On a réellement commencé à travailler en 2016-2017. Donc 5 ans. Et puis chaque projet est distinct, puisque là, en l'occurrence, la galerie, une des galeries que Christophe a réalisées, c'était un film naturaliste, et donc effectivement, on est sur plusieurs saisons, plusieurs espèces, on recense l'ensemble de la faune et de la flore du Qatar, et donc chaque espèce est distincte, et un protocole de tournage distinct. Donc effectivement, on a tourné plus d'1 an en termes de tournage. Alors on a apporté un petit teaser qui donne un peu Absolument. l'idée de ce à quoi ressemble le musée. Le mieux, c'est peut-être d'y jeter un œil. Si vous avez des commentaires à faire, mais... Donc c'est un musée ultra moderne, hein, on reconnaît la patte de Jean Nouvel. Ah, on le voit là. Voilà le gigantisme du musée. 11 galeries. 11 galeries, la galerie dans 11 laquelle galeries. nous avons tourné a un écran principal qui fait presque 50 mètres, sur des hauteurs qui vont de 11 à 17 mètres de haut. Donc c'est un musée immersif. On est devant des écrans où la notion de cinéma devenait complètement caduque parce que, le spectateur était souvent trop près de l'écran pour être capable d'absorber du mouvement et appréhender une image dans son entièreté. 2, contrairement à une salle de cinéma où le spectateur est assis, on ne sait pas ce que le spectateur regarde. Et comme il y a des écrans partout, la question de la narration se pose vraiment. Comment est-ce qu'on donne une histoire en étant certain que le spectateur va avoir les éléments qui lui permettent de la comprendre. Et justement, est-ce que vous avez préparé à l'intention des spectateurs des cartels ou des fiches pour les préparer à recevoir toute cette exposition? Pas du tout. Le pari, c'était de laisser le spectateur absorber. Et peut-être ce qu'on a appris de cette question de l'immersivité, c'est que le spectateur doit être acteur, il doit être actif. Et il fabrique sa propre histoire en fait. Et ce qui est très intéressant. Et vous avez fabriqué aussi, je t'interromps parce que le film est énorme, vous avez fabriqué vos propres outils parce qu'il n'y a pas d'outils pour faire ce que vous deviez faire. Tout à fait. Voilà, au quotidien, on a découvert des problèmes et il a fallu petit à petit apporter des solutions à ces problèmes. Le problème numéro 1 étant au départ celui de la prévisualisation, c'est-à-dire comment on tourne des images que la caméra montre à plat, que le montage montre à plat, et comment essayer de les imaginer dans un volume qui, lui, n'est pas plat, et qui est incroyablement immersif. Et donc, le premier outil qu'on a construit, c'était un outil de prévisualisation. On s'est appuyé sur un moteur de jeu, on y a rentré les caractéristiques architecturales de la galerie, et on a fait travailler des programmeurs pour qu'ils soient capables de mapper des projections en live dans l'outil lui-même. Donc on prend des gens de cinéma, j'allais dire normaux, qui ont l'habitude des écrans, et puis vous vous retrouvez plongé dans l'univers de Jean Nouvel qui vous force à faire un musée immersif. Et là, vous êtes obligé de réinventer l'écriture cinéma, d'utiliser les moteurs de jeux vidéo, et puis d'essayer de créer des expériences, comme tu le répondais à Clara, en finalement remettant le spectateur au centre. Toujours. Ce qui est la définition un peu du jeu vidéo aussi, c'est-à-dire qu'on a inversé la relation, c'est pas le réalisateur qui décide, c'est le spectateur qui vit les choses. Et c'est intéressant parce que vous évoquiez dans la première partie de la journée ce rapport entre l'industrie et l'immersion elle-même, et c'est vrai que c'est un jeu perpétuel d'aller-retour. Nous développons cet outil de prévisualisation. Le pari technique, c'est qu'il puisse être alimenté en direct par le montage. Et donc, quand on se retrouve au montage de cette aventure, on a des images à plat qui sont mappées en direct dans le logiciel de prévisualisation. C'est Unity que vous utilisez ? Oui, c'est Unity qu'on a utilisé. Donc un moteur de jeu vidéo. Voilà. Là aussi, j'insiste pour qu'on voit bien que tout ça est en train de converger, alors que vous venez du cinéma. Et alors la constatation que
le lien live entre le montage et l'outil lui-même fonctionne bien. Et comme on était sur un tournage naturaliste où ce sont des tournages qui s'étalent sur des mois et des mois. Parce qu'en fait, c'est comme si vous faisiez un documentaire. Exactement. Donc là, on repart dans la logique du documentaire et vous êtes obligé d'attendre pour voir ce que ça va faire. Voilà. Donc, et comme cette constatation que le fait au montage est très encourageante, on décide d'exporter cet outil de prévisualisation sur le tournage. Et donc sur le tournage, les opérateurs, et compte tenu de la résolution qui nous était imposée par le cahier technique, on était obligé de tourner avec des assemblages de caméras. On arrivait sur le plateau à voir pendant la répétition, c'est-à-dire avant même qu'on tourne, le résultat du plan dans le volume du musée. ah oui, il fallait en plus de repenser pour le musée. Et en fait, c'est ce constant aller-retour entre la créativité, le cahier des charges et l'outil technique qui nous permet de progresser, parce que le fait d'avoir l'outil sur le plateau permet de résoudre quantité de problèmes. Donc ça change la façon de tourner. Et ça change la façon de tourner, absolument. Soit tu le vis en tant que producteur, ça, parce que ça veut dire qu'on ne produit plus de la même manière du tout. Moi, c'est extrêmement excitant, de toute façon, mais il faut être à l'écoute. Et puis, toutes ces compétences, en fait, sont là pour nous accompagner. Enfin, et on a pu essayer et prouver à travers des essais tous les gains qu'on pouvait faire pour aboutir à cet outil qui nous a permis de tourner sur le plateau en sachant ce qu'on allait au final pouvoir livrer au monteur et in situ ensuite dans le musée. Moi, je le vis comme une chance. Parce que tu réinventes complètement ton métier, en fait. C'est un peu comme ceux qui ont fait le Mandalorian, qui ont réinventé la fiction en mettant des décors virtuels comme celui dans lequel on est. Tout à fait. Toi, tu es obligé d'utiliser les outils du jeu vidéo pour faire du cinéma, tout en respectant... Il y a quand même une histoire, même si le spectateur est au milieu. Toi, dans ta tête, quand tu construis cette galerie, finalement, comment est-ce que tu structures cette histoire ? On a un petit fichier PDF, je ne sais pas si on peut, on peut le regarder. mettre en route. La question de l'immersion, elle pose dès le départ le problème de la représentation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on donne à visualiser aux financiers, aux partenaires techniques ce qu'on a en tête, et c'est quand on est dans le PDF, c'est toi qui le lance. Voilà. Et en fait, c'est très difficile de donner à imaginer ce qu'on va faire, ce qu'on va avoir en tête. Donc ça, c'était juste, tu es passé très vite. Le musée, c'est une rose des sables, donc voilà. des feuilles. On a un écran principal qui est presque en fer à cheval, qui fait une 50aine de mètres de longueur au point le plus haut, presque 13 ou 14 mètres. Et face à cet écran, il y a cette chose... Ce qu'on appelle le kaléidoscope. On a mis un petit personnage là pour donner l'échelle. Ça fait à peu près 25 mètres d'arc sur... Donc on est à l'intérieur de la Rose des Sables. On ne parle que d'une seule galerie. D'une seule galerie. Il y en a 11. Il y en a 11. Donc la problématique... C'est pharaonique, quoi. Et donc le cinéma nous a habitués à lire des scénarios, à en écrire, à en faire lire. Dans un cas comme ça ne pouvait pas fonctionner. Les mots étaient tout à fait incapables de restituer ce qu'on cherchait à faire. Et donc on a décidé d'utiliser une solution beaucoup plus graphique ou absolument sans texte, un peu comme on voulait s'adresser au public, c'est-à-dire laisser le public digérer sans lui donner la moindre indication. On a laissé les financiers et autres... Et justement, le public n'était pas un peu désarçonné? Il n'a pas été éduqué, en fait, à ce regard? Alors, désarçonné, certainement, mais la force émotionnelle du protocole fait que les gens sont avalés tout de suite. Est-ce que vous savez combien de temps reste un visiteur en moyenne dans le musée, dans l'immense Rose des Sables? Alors là, pour le coup, c'était une expérience assez intéressante parce qu'il y a des gens qui n'accrochent pas ou qui sont mal à l'aise et qui traversent la galerie et ne restent pas. Ceux qui restent voient le film 2 ou 3 fois. Ah oui. Parce qu'en fait, on constate que devant des protocoles comme cela, personne ne voit le même film. Ah oui. Vous faites chacun a une perception et se réapproprie. Complètement différente. C'est quoi? C'est la dimension qui fait ça? C'est la dimension, le fait qu'à chaque fois qu'on regarde quelque chose, on rate quelque chose. Ah oui. Et la mise en scène
aussi bien d'un point de vue visuel que du point de vue sonore, essaye d'attirer... Le son est spatialisé aussi. Le son est spatialisé, oui. Donc on est vraiment en fait dans un dispositif immersif comme ceux que le grand public a découvert à l'Atelier des Lumières, sauf qu'il est, vous êtes beaucoup plus tôt en fait, c'est avant même que l'Atelier des Lumières existe, ou soit lancé en tout cas comme la formule, et vous inventez au fur et à mesure à la fois la façon de spatialiser le son. Je crois même vu la taille des écrans, il faut que ce soit quasiment du 32K, je crois, ça n'existe même pas. C'était un des problèmes qu'on a rencontrés. Le cahier des charges techniques, pour des raisons de durée, de s'inscrire dans une durée, était qu'il fallait que le pixel ne dépasse pas 2 mm sur des écrans de 50 mètres de long et 11 mètres. Donc ce qu'on voit là, c'est une galerie qui fait 50 mètres de long. Donc il y a 50 mètres d'images numériques avec une définition extraordinaire, mais il n'y a pas d'écran qui existe, il n'y a pas de projecteur qui existe pour ça. Il n'y a pas de projecteur qui existe pour ça. À l'époque où on a commencé à travailler, il n'y avait pas de logiciel capable de gérer des flux vidéo de cette taille. Il a fallu inventer des outils, à faire des allers-retours. On a travaillé sur Adobe Premiere pour le montage et on a travaillé avec les gens d'Adobe pour qu'il y ait des modifications du logiciel lui-même. On parlait de ces allers-retours entre la créativité et la technique. Cette définition imposée et incroyable fait qu'on a des détails gigantesques sur l'écran. Ça nous a amené à cette idée qu'on pouvait avoir sur un écran un plan. Alors, on n'est pas vraiment dans une... Il faudrait trouver une image qui le présuppose. Sur un écran comme celui-ci, vous avez l'image du haut, vous avez un paysage relativement large, mais vous avez un élément qui est plus ou moins en avant-plan. Avec une définition pareille, quand le spectateur est loin de l'écran, il a une perception qui est celle qu'on a devant cette image, mais quand il se rapproche, il va commencer à voir les insectes qui sont sur... et on peut mettre en scène de façon complètement différente, où on peut intégrer le plan serré dans le plan large, et c'est en jouant sur la trajectoire du spectateur, et on le fait essentiellement d'un point de vue sonore, qu'on peut l'amener à changer de point de vue et à venir du plan large au plan serré. Et ça oblige à réinventer un langage, à réinventer une narration. Et ça, c'est la dimension vraiment absolument passionnante d'une aventure comme celle-là. Et ainsi de créer de petits théâtres qui vont permettre aux spectateurs, au public de se déplacer, d'emmener le public et de le faire se déplacer à travers la galerie. Donc en fait, c'est pour ça que, effectivement, comme on disait au départ, le public, pour ceux qui vont rester, qui vont apprécier la galerie, vont voir le film 2-3 fois et plus. Oui, parce qu'ils ne le verront jamais de la même manière. Exactement. En fait. Il n'y a pas de répétition, il y a toujours une différence. et donc on peut avoir le film, on peut le passer. On a une visite virtuelle, on pourrait la regarder, oui, ça serait... Donc c'est toi qui l'as fait, ce film? C'est une construction largement collective. D'accord. Largement collective. Et donc là, on utilise ce logiciel de prévisualisation pour regarder le film, et on voit bien là que ce que je choisis de regarder à ce moment-là m'interdit de voir autre chose. Et donc le spectateur qui, lui, regarde l'autre partie voit un film qui est différent. Et le spectateur qui se rapproche de l'écran se retrouve littéralement dans une tempête de sable. Ah oui, d'accord. Et là, il voit un insecte, c'est quoi, un petit animal, un lapin? Une petite gerbille. Donc en fait, c'est un documentaire en 3 dimensions? On peut dire ça, parce que les écrans se répondent, il y a une narration cohérente d'un moment à un autre. Et l'idée, c'est on a choisi, on s'est un petit peu inspiré du récit de Gulliver pour aussi apporter sur ces écrans gigantesques des changements d'échelle importants. Le spectateur est tour à tour un géant ou un lilliputien. Et c'était un des paris compliqués du film, c'est que le film s'adressait avant tout au public qatari. Le Qatar n'est pas un pays très grand et les Qataris connaissent très bien leur terre. Et le pari, c'était aussi de leur proposer une vision de leur pays qui les décoiffe, à laquelle ils ne soient pas habitués. Oui, parce qu'on ne pense pas qu'il y a la mer autour du Qatar, mais en fait, c'est un pays... On pense au sable, justement. On pense au sable. Voilà. Toutes les images sont tournées, aucune image d'archive. On a absolument tout tourné. Et c'est une des raisons pour lesquelles le projet est si pharaonique, c'est que le tournage naturaliste impose des rythmes et des délais de tournage qui sont... oui, ceux de la nature. Qui sont C'est de la nature,
Là, il y a de la musique, son spatialisés. Sont spatialisés, le musée utilise le protocole Atmos. On a, je crois, 45 haut-parleurs diffusés, enfin disséminés un peu partout dans la galerie et qui permettent d'être très pointus, c'est-à-dire que vous regardez un écran, derrière vous une mouche décolle, vous vous tournez pour regarder la mouche et tout l'univers sonore est là pour essayer de guider, d'amener le spectateur à se déplacer dans la galerie. Sachant qu'évidemment chaque spectateur fait l'expérience qu'il souhaite, celle qu'il ressent. En fait, on n'a pas de casque, mais en fait, on est déjà en train de se balader de manière individualisée, Oui. Parce que l'expérience est finalement liée à l'endroit où on est. Exactement. Et le bruit qu'on entend là, c'est l'eau. Alors, on a fait un très gros travail de sound design pour essayer de donner à vivre cette richesse sonore. Les pays désertiques ont toujours l'air vides et en réalité, ils sont bourrés de vie, bourrés de bruit, bourrés de Toute la d'ambiance. biodiversité du désert ou des pays absolument. désertiques. Et puis l'idée aussi était que la mission était de montrer les paysages du Qatar avant l'arrivée des hommes. C'était aussi de construire une bande sonore musicale, mais uniquement à partir d'éléments naturels. Et on a travaillé avec un compositeur français qui s'appelle Jean Poinsignon, qui a fait un travail très remarquable, où il n'a utilisé que des bruits de la nature ou des bruits animaux. Et il s'est avéré très vite que le meilleur moyen, pendant qu'on était en post-production, de donner à voir l'état du film, était ces visites. Et c'est aussi devenu l'outil de promotion, de discussion avec les autorités du musée, avec les autorités, parce que, sauf à les faire venir à Paris dans le studio de montage, on n'avait aucun moyen de leur donner à comprendre ce qu'on était en train de faire, encore une fois. Donc on a fait ajouter à un moment un petit module sur ce logiciel de prévisualisation qui permettait d'enregistrer les visites qu'on faisait et donc de les envoyer par Internet, tout simplement, à Doha. Et pendant la post-production, on a construit une maquette à une échelle réduite, bien entendu, pour pouvoir le vivre vraiment. Donc on était allongé au sol pour essayer de se mettre en situation. Oui, parce que alors, on rentre dans des choses un peu techniques, mais quand C'est important. quand on rentre, quand arrive la phase d'étalonnage d'un film comme ça, quand on étalonne pour le cinéma, on va dans un labo ou un écran test qui est censé représenter les caractéristiques d'à peu près tous les écrans en France. Évidemment, là, on fait un film pour un endroit qui est unique, qui est singulier. Le film ne va passer que là. Et on a un protocole de vision qui fait qu'on a des écrans qui sont à angle droit les uns par rapport aux autres et qui donc s'éclairent les uns les autres avec des conflits d'intérêts. Et on s'est aperçu que la seule façon de préparer cet étalonnage, parce que le musée était encore en construction, on n'y avait pas d'accès, puis ça aurait été d'un coup... Enfin, ceci dit, on a fait presque 2 semaines d'étalonnage sur place, mais ça a été de construire une maquette ou un 30e qui était suffisamment grande pour qu'on puisse s'asseoir au milieu. Et avec des mini-projecteurs, on a fait nos essais, on a travaillé en étalonnage, on a refait des éléments de montage parce qu'il y avait des moments où le grand écran tuait le kaléidoscope qui était en face et vice-versa. Et tout ça est... Alors voilà, on a inventé en cheminant. Est-ce que c'est, quand on se parlait, il y avait une émotion même quand tu racontais cette histoire, parce que ça a changé un peu ta vie de réalisateur. Tu as décidé de passer à l'immersif, en tout cas, vous avez décidé collectivement, parce que c'est une aventure collective, de vous dire, on ne peut plus faire du cinéma comme avant, on doit bouger, on doit faire quelque chose. Très clairement. En tout cas, on est rentré avec l'envie de continuer. C'est quoi, 5 ans de travail. Clairement, oui. Oui. Et quand on a goûté à une expérience comme ça, on parvient à des sommets d'émotion. C'est tellement puissant ce qui se dégage d'un protocole comme celui-ci quand il est mis au service d'une histoire et qu'on arrive ici ou là à faire fonctionner le tout, qu'on se dit que oui, qu'il y a un avenir extraordinaire. Et encore aujourd'hui, je voyais Clara sourire aux écrans. En fait, c'est toujours un plaisir. Tout le monde a cette réaction. Et je voulais vous poser la question, est-ce que vous pensez faire en France justement un dispositif expérimentiel avec l'histoire de France ou l'histoire vraiment naturelle et géologique du territoire français? Ce serait possible de faire ça? Ce serait extraordinaire avec notre patrimoine.
Why not? On adorerait. Et on n'a pas dit combien ça coûtait, ça doit coûter des fortunes. Dites-nous où signer. On va en parler tout à l'heure. Non, on a avec un ensemble C'est confidentiel le coût de ces... Oui, le coût de tout. Ah oui, le coût est confidentiel et puis de toute façon, Le coût est confidentiel et puis il serait assez peu représentatif en fait, parce que entre la dimension naturaliste et le fait que dès le départ, la notion d'immersion n'était jamais abordée. Si dès le départ, il avait été dit on va faire un film immersif, on aurait gagné beaucoup de temps sur C'est l'architecte qui vous a forcé, c'est l'architecture qui vous a forcé. Ouais, c'est l'architecture qui nous a forcés, et puis c'est aussi le fait que c'est un musée entre les mains d'un peuple naissant et qui a mis du temps aussi à afficher, affirmer. Les autres cinéastes, que ce soit Miraner ou Abderrahmane Sissako, ou Abderrahmane Sissako, ont vécu le même genre de, je sais pas, les Américains appellent ça l'épiphanie, enfin tout d'un coup une révélation où finalement ils ont continué à faire leur cinéma. Pour être honnête, ils n'ont pas tous vécu de la même façon. C'est pour ça que très grands cinéastes. Oui, oui. C'est des gens qui décident de faire ce qu'ils veulent. Clairement. Et c'est pas la taille du mur qui change grand-chose. Pas du tout. Moi, je vous donne un exemple. Pour une des galeries que Sissako a réalisées, on a tourné en live et on a recréé un village avec des activités telles qu'on pouvait trouver une cité qatari de la fin du 19e. Et on a décidé de repeindre chacune des images. On a repeint, donc... on a le making-of qui passe sur tes paroles. Et je ne pense pas qu'on a la galerie de Sissako dans ce making-of. Mais néanmoins, donc, on a décidé, il avait fait ce choix artistique de choisir une école de peinture, en l'occurrence quelques parmi des orientalistes, et de reprendre chacune des images et de repeindre sur chacune de ces images. Et ça donne un effet, on a l'impression de rentrer dans un tableau. C'est absolument impressionnant. Et donc là, c'est le tournage ? Oui. Quelques images du tournage avec ce système de caméra qu'il a fallu mettre au point pour s'approcher de la résolution nécessaire au final. D'ailleurs, petite anecdote, on a tourné avec 3 caméras 8K côte à côte. 3 caméras 8K côte à côte pour pouvoir avoir les valeurs pour s'approcher, donc on a livré une image de 24K qui, elle, a légèrement été gonflée en 31K après. Parce qu'en fait, les écrans demandent du 31K, c'est ça. Le grand écran demandait... C'est délirant, quoi. Ouais, et en fait, après nos premiers essais avec ce rig de 3 caméras, on s'est aperçu que le point de focalisation, le point d'intérêt, présupposait une convergence des caméras qui devait être très précise, et que dès qu'on changeait de point de vue, cette convergence ne convenait plus. Et donc il a fallu créer un petit système qui permettait de manier la convergence des caméras en live, exactement comme sur un plan de caméra. On a quelqu'un qui manie le point, on a quelqu'un qui maniait la convergence pour permettre une image qui se retrouve, qui soit compréhensible. Formidable. Aujourd'hui, vous avez créé une nouvelle société, vous êtes en train d'en créer une nouvelle. Tout à fait, qui s'appelle MyMeta, où on réunit un collectif de passionnés autour de l'immersif. Évidemment, on a on phosphore, on a une partie de recherche et développement où on partage tous nos envies et on essaye de voir où on peut aller. Et puis par ailleurs, essayer de répondre à des institutions, des commandites, pour leur faire bénéficier de cette expérience, de ce savoir-faire, effectivement. Alors, c'est un collectif, on essaye de reprendre ce qu'on a vécu, c'est-à-dire vraiment une relation transverse entre l'ensemble des participants. On est dans un protocole, contrairement à un film où tout est très pyramidal. Là, tout le monde apporte sa contribution au projet. Et avec cette idée, comme on vient à peu près tous du monde de la prise de vue, cette idée de garder une place importante à l'image réelle. Merci beaucoup. Il y a encore plus de questions qui vont venir, mais on est dans le premier kiff, donc on est déjà ravis de vous avoir. Et puis on a envie de montrer d'autres expériences. Je pense qu'on va encore en dialoguer, enfin discuter entre nous et après. Plaisir. C'est la première fois. Je vous remercie parce que c'est vraiment lumineux. Merci de nous avoir reçus. Merci. 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 Je suis à droite. Donc on appelle Gwenaël Alan et Philippe Brunella. Je vais présenter Philippe Brunella.
pendant que Gwenaël met son micro. Donc Philippe, tu es le directeur du musée de la Cour d'Or à Metz. La raison pour laquelle je souhaitais que tu sois là, c'était à la fois parce que c'est important d'avoir la réaction d'un acteur qui est à l'intérieur d'un musée et qui a aussi devant lui les défis dont on a parlé, d'imaginer une nouvelle façon d'engager, comme on dit maintenant, le public, en tout cas de parler avec les différents publics. C'est aussi une discussion qu'on aura avec Gwenaël Allan, qui est le fondateur de Sensory Odyssey, notamment autour des questions de la biodiversité, mais de manière plus générale, la manière dont on fait vivre aujourd'hui la relation avec les publics. Comment est-ce que tu vois ce film sur le musée de Doha? Est-ce que ça te donne le vertige ou ça te donne envie? Envie. 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 Depuis le début du kiff et même dans la phase qui a précédé la partie publique, je n'arrête pas de dire waouh. Bon, super. Je n'arrête pas de dire ça et c'est extraordinaire tout ce que l'on voit là. Ça nous donne des envies, ça nous donne des pistes, ça nous donne à envisager le demain de nos musées, de nos établissements. Et surtout pour ce qui est du musée de la Cour d'Or, j'ai prévu quelques images pour contextualiser un petit peu ce qu'est ce musée de la Cour d'Or au cœur de la ville de Metz, au cœur d'un territoire, un musée qui est un musée très généraliste, un musée qui a plus de 180 années d'existence, une entrée monumentale qui a été créée en 2018, et derrière cette entrée monumentale, ou plutôt dans le prolongement de cette entrée monumentale, vous avez toute une série de collections qui touchent depuis l'époque gallo-romaine jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle. C'est toute l'histoire de la ville de Metz. Voilà, des éléments qui sont là, un ensemble thermal antique conservé dans bon nombre de salles du musée, avec les systèmes de bains de l'Antiquité, mais aussi de la sculpture et évidemment des milliers d'objets. On est sur un musée immersif, sans système audio numérique, tout ce que l'on veut pour l'instant, mais où l'on rentre dans l'Antiquité, où l'on rentre dans ces mondes anciens, avec ces témoignages qui nous ont été livrés, et avec la fonction première d'un musée, qui est cette fonction de conserver pour les générations futures les vestiges en question. On traverse ainsi tous les temps, on traverse ainsi beaucoup d'époques, on se promène, on est immergé face à des œuvres authentiques. Et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure dans les désirs que l'on peut avoir de numérique et de rapport entre le numérique et l'aspect authentique des vestiges, des éléments, des œuvres d'art qui sont conservés dans nos établissements. Et puis alors, ce musée de la Cour d'Or qui est... et là, j'ai mis que quelques photos, bah oui, ça fait quand même 6000 m² et 49 salles qui sont ouvertes au public. Dans une forme de labyrinthe qui utilise aussi des espaces, voilà, des espaces. Ça, je ne sais pas si on peut s'arrêter sur cette pièce. C'est un plafond du XIVe siècle qui a été retrouvé en cœur de la ville de Metz, qui a été démonté en 1982 et installé dans une salle qui a été spécialement créée, spécialement aménagée pour accueillir ce plafond dont il faut assurer à la fois la conservation, mais aussi la compréhension par le public. On a des édifices anciens, j'ai parlé des thermes, mais d'autres édifices anciens, dont un grenier frumentaire qui servait à stocker les céréales de la ville, qui se développe sur 5 niveaux et dont aujourd'hui seul le rez-de-chaussée est aménagé pour y présenter la statuaire médiévale. 4 niveaux seront à aménager dans un futur que je souhaite aussi proche que possible, en étant un peu réaliste. En moyenne, combien de visiteurs accueillez-vous par an ? Un peu plus de 80 000 visiteurs, ce qui est très nettement insuffisant, eu égard à la qualité et la beauté des collections qui y sont conservées. Et donc justement, l'enjeu de faire venir et d'attirer d'autres types de publics dans ce musée de la Cour d'Or est un enjeu extrêmement important. Et la métropole et son président a décidé de mettre l'accent sur la biodiversité. Parce qu'il y a ce que l'on voit dans tout le parcours et ce que l'on voit dans les salles, et il y a ce qui se trouve dans les réserves
du musée de la Cour d'Or. Et dans ce musée, nous avons en réserve des collections d'histoire naturelle qui furent présentées de façon assez traditionnelle dans ces étagères de bois avec des alignements d'animaux naturalisés, d'insectes, de minéraux, d'éléments de géologie, etc., etc. Un énorme travail a été fait pour sortir ces collections de ces galeries historiques, en assurer ainsi la meilleure conservation possible, et puis surtout d'en assurer l'étude, les inventaires assez sommaires qui préexistaient n'étant pas adaptés au projet d'usage, d'utilisation, de valorisation de ces collections d'histoire naturelle. Il y a combien de pièces, enfin on ne sait même plus. L'unité de mesure est de milliers. Le millier. Il y a à peu près 5000 oiseaux naturalisés, il y a plusieurs milliers de mammifères, et puis... qui ont disparu ou qui... Certains ont disparu. Pour un grand nombre de ces oiseaux mammifères, ils ont ou disparu, ou pour certains d'entre eux, ils sont en voie de disparition. Ce sont des espèces protégées, ce sont des espèces qui doivent attirer notre attention. Est-ce que vous allez en créer des jumeaux numériques pour les intégrer dans un environnement immersif? Alors, si je suis en partie là aujourd'hui, et si j'ai répondu aussi favorablement à l'invitation, et si j'ai autant apprécié l'atelier de création, c'est bien parce que la présentation de ces œuvres, dont là sur la gauche de l'image, ce pingouin islandais qui a disparu à la fin du 19e siècle, c'est bien parce que ces animaux inanimés, nous aimerions les voir s'animer. Alors, un retour au vivant, en fait, par le biais de la conservation et de l'évolution. Et autre élément, et l'exemple qu'Atari tout à l'heure est de ce point de vue extrêmement éclairant, faire aussi en sorte que l'on ne voit pas que des animaux ou des insectes, peu importe, même s'ils s'animent, mais si on pouvait les voir s'animer dans des environnements qui, pour certains environnements, ont disparu, ou certains sont encore là, voilà, ce serait un moyen de faire vivre tout cela. De découvrir le monde à côté. Alors, absolument, Alexandre, découvrir le monde, mais aussi peut-être faire en sorte que l'émotion soit au rendez-vous. Oui. Je suis un de ceux qui pensent que l'émotion est un des mécanismes qui permet d'arriver à la connaissance et à retenir des choses. Et pardon de t'interrompre, mais c'est un des mots, il y a plusieurs mots-clés depuis qu'on a commencé le KIF. Il y en a un qui est la collaboration, travail de manière collaborative. Le deuxième mot, ou peut-être le premier, c'est le mot émotion. Ce qui est paradoxal puisqu'on parle de technologie, mais c'est une technologie qui manifestement, ou en tout cas c'est un ensemble d'expériences qui doivent chercher l'émotion. Toi, en fait, tu voudrais que ces collections un peu inanimées, qui ont été magnifiquement conservées ou restaurées, revivent, en fait. Et qu'on ait envie, que les jeunes aient envie de jouer avec, même avec leur téléphone mobile. Absolument. Il se trouve que lorsque j'étais plus jeune, puisque je suis archéologue à tendance messine, j'ai toujours vécu ici, j'ai vu ces collections dans les galeries. Ah oui. À la hauteur d'un gamin de 8-9 ans. Et j'ai été très impressionné par ce que je voyais inanimé dans les galeries. Nos jeunes d'aujourd'hui, et les moins jeunes dont je fais partie, ont une telle habitude du numérique que cet accompagnement numérique est sans doute en capacité d'augmenter, de dupliquer ces émotions et la connaissance. L'un des enjeux, c'est véritablement de sensibiliser à la biodiversité et de faire en sorte que nos concitoyens adoptent les bons réflexes par rapport à la biodiversité. C'est la feuille de route qui nous a été assignée. Avant de passer à Gwenaëlle Allan, je voudrais poser des questions à Valérie. Je ne sais pas si tu nous entends, Valérie. Je sais que tu es toujours avec nous. Oui. Oui, tout à fait, je vous entends bien. Merci. Toi qui as aussi ce défi d'avoir une charge de grands monuments, est-ce que cette question des nouveaux publics est abordée de la même manière? Est-ce que le numérique, finalement, c'est cette possibilité de faire revivre ou de faire vivre des expériences aux nouvelles générations? Oui, tout à fait. Je me retrouve en phase avec un certain nombre de termes même qui ont été cités. Sur la question de mettre le visiteur dans une posture active,
le fait de s'appuyer sur le levier qu'est l'émotion pour aller vers une nouvelle forme de médiation et d'appropriation des sites, dans l'enjeu, en effet, de faire en sorte que le patrimoine reste une expérience contemporaine, c'est-à-dire rester en phase avec les usages d'aujourd'hui. Donc ça, c'est une préoccupation que nous avons, nous, dans chacun de nos projets. Comment on fait en sorte de ne pas se couper des générations actuelles et voilà, leur donner à éprouver le lieu, alors en respectant évidemment les spécificités architecturales, patrimoniales du site, mais en même temps en introduisant une dimension émotionnelle et l'immersif là-dessus est évidemment très intéressant, qui permettent de créer un lien fort entre le site et le visiteur et ainsi espérer aussi fidéliser ces visiteurs. Est-ce que tu as un exemple, je sais pas, que tu aimes beaucoup, qui est emblématique pour toi? Bah, je vais en montrer sans doute tout à l'heure, mais Le Mont-Saint-Michel. oui, alors l'immersion qui peut être visuelle, qui peut être sonore aussi, parce on oublie parfois le son, et je trouve que c'est justement un vecteur émotif qui est extrêmement, et sensoriel qui est extrêmement fort. Donc, il y a un projet que j'aime beaucoup, mais vous verrez une image tout à l'heure, je crois, qui est un projet en cours sur la Villa Savoie, un projet produit par Lucid Realities, donc avec le Centre des Monuments Nationaux et la Fondation Le Corbusier, qui va être une expérience sensible portée par un auteur qui va créer, nous donner à voir au travers de sa propre subjectivité ce qu'est la Villa Savoie de Le Corbusier, qui est une œuvre manifeste de cet architecte, et nous faire comprendre par le levier justement émotionnel les principes architecturaux de la villa. Voilà, donc ça, je trouve que c'est un exemple extrêmement intéressant, c'est-à-dire de laisser faire aussi, c'est une autre manière peut-être de concevoir la médiation, de laisser faire un artiste qui va s'imprégner du lieu et nous livrer, nous embarquer dans sa propre expérience. Ce qui n'est absolument pas dénué d'intérêt pédagogique. Là, en l'occurrence, ce projet, je pourrais dire, un peu certifié par la Fondation Le Corbusier, qui est gardienne de l'héritage Le Corbusier. Donc, on va apprendre des choses, mais on va le faire dans une approche, effectivement, d'abord sensorielle avant d'être pédagogique. Merci Valérie. Justement, je voulais faire cette petite digression pour en venir à Gwenaël, à Sensory Odyssey. D'abord, la communauté du KIF te connaît bien, parce que tu as été un des premiers qui a accepté de jouer le jeu, et tu as, avec le Muséum d'Histoire Naturelle, anticipé, et tu nous as raconté l'exposition multisensorielle qui va avoir lieu bientôt. Et donc, je te remercie d'avoir accepté de venir pour partager avec nous. Comment est-ce que cette notion sensorielle, toi qui es d'abord un homme de spectacle, hein, tu as travaillé au Cirque du Soleil, tu peux dire un peu qui tu es franco-canadien. Déjà, je voudrais commencer par dire que je suis étonné de voir tout ce que j'ai appris depuis que je suis là ce matin. Bah, écoute, tant mieux. Et de voir à quel point il y a vraiment une cohérence, il y a un mouvement, il y a un nouveau langage, une nouvelle recherche. Et c'est très agréable de ressentir que finalement on appartient à un nouveau courant. Je viens d'un milieu différent, je viens du milieu du spectacle vivant international. J'ai passé 30 ans avant d'être marchand de spectacle, de choses plutôt visuelles qui fonctionnent à l'échelle planétaire. Et je me sentais plutôt seul ces dernières années à essayer de renouveler le genre. Et d'être là aujourd'hui est rassurant. Et grâce à toi, Alexandre, et ta première invitation à donner une plateforme à ce projet qui va finalement ouvrir après 6 ans de labeur. Il va ouvrir le 23 octobre. Juste avant qu'on montre ta bande-annonce, quand tu dis un homme de spectacle, tu peux donner 2 ou 3 spectacles sur lesquels tu as travaillé dans le monde entier. Oui, mais ça varie beaucoup. Des Cirques du Soleil, c'était évidemment le spectacle qui a le plus rayonné, mais j'ai eu la chance de produire aussi le plus grand clown au monde, qui s'appelle Slava Polonin, le créateur du Snow Show, qui est devenu un des spectacles qui fonctionne depuis 25 ans. Un spectacle sans parole. Sans parole et connu. Burlesque. Et j'ai aussi présenté le Crazy Horse à l'international, autant que des spectacles, différents types de spectacles de danse, des expositions multimédia. Donc toujours une variété de formats très hybrides et qui étaient destinés à des marchés privés principalement.
Hier, on parlait de l'écosystème de Montréal, de l'écosystème du Canada, qui est un mélange d'institutions publiques qui ont financé, d'entrepreneurs comme Guy Laliberté qui ont inventé une façon de faire du spectacle, et maintenant d'industries comme les industries technologiques. Est-ce que tu penses que c'est ça l'avenir? C'est-à-dire que ce sont des hubs créatifs comme ça? Parce que je ne crois pas que ce soit par hasard que tu sois canadien et franco-canadien. On s'est rencontrés à l'époque, tu travaillais pour Je montais Cité Ciné voilà. au Japon, justement. Voilà, tu étais en train de... Et donc, tu as traversé tout ça avec ce background, comme on dit au Canada anglophone. Hein, Non, francophone plutôt. francophone. Ouais. Donc, voilà. Et donc, toi, tu as navigué dans le monde avec cette évolution. Et arriver dans ce monde, disons, de la culture, c'est pour l'augmenter, c'est pour c'est du plaisir. Je pense que c'est l'hybridation, le mot-clé. Il y a de plus en plus un phénomène d'hybridation, à la fois de genre, mais aussi entre le privé et le public. D'accord. On peut regarder la bande-annonce de Sensory. Je laisse la bande-annonce parler pour elle-même, parce que, voilà, comme il y a des paroles... J'espère qu'il y aura un dialogue. Ça dure 3 minutes. This project, the Sensory Odyssey, it's like an immersive traveling standalone structures made only of fabric and equipments, inspired by natural history exhibitions, using sensory techniques and new technologies with digital and cinematic production. What we hope to do is generate sensations of awe. Generating awe is the best way to trigger interest, empathy, curiosity, a desire for people to feel compelled by the science of the living and the magic of the living. We captured in film and sound and scent all of these original stories of the living world. We project them in these immersive structures, rooms. This way, we believe that we're creating a format, we're creating a way of making science discoveries and our understanding of the laws of nature very accessible to anyone of any age and in any country. Waouh. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est vraiment un petit teaser
qu'on a fait vraiment sur le tas ces dernières semaines, avec les images qu'on a réussi à capturer pendant ces 2 dernières années en plein Covid, malgré toutes les contraintes. Donc ça a été une véritable odyssée pour pouvoir réaliser tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et qu'on va présenter pour la première fois en version 1 au muséum à partir du 23 Avant de octobre. passer la parole à Clara, je voudrais ajouter mon expérience, puisque j'ai eu le privilège d'assister à un certain nombre de tests, ce qui est très frappant, puisqu'on dit que c'est multisensoriel, mais tant qu'on n'a pas senti les odeurs en même temps qu'on a vu la nature, c'est exactement ce dont parlait tout à l'heure David, c'est une autre dimension. Et je pense que la coordination entre ces images immersives, monumentales, et les odeurs et les sons spatialisés, c'est vraiment de la prestidigitation. Enfin, ça revient dans ton ancien métier. Et ça fait vraiment j'ai eu 2 ou 3 moments très forts pendant les essais où on sentait la nature, quoi. En fait, comme le cerveau la perçoit. Et c'est bien ce que disait tout à l'heure David, sur le côté limbique, finalement. Exactement. C'est le cheval qui a réagi avant même que l'homme ait compris ce qui se passait. Pardon, Clara. C'est le retour du mythe de l'état gelé, en fait. Mais j'avais l'impression, en fait, vraiment qu'à travers cette technologie, vous recréez la technique de la nature. Et vous nous la donnez à voir sans filtre, sans justement rationaliser, en nous permettant de vivre l'émotion immédiate. Oui, c'est un peu l'idée. On s'est dit qu'il y a déjà beaucoup d'alarmisme sur l'environnement, que les musées des sciences naturelles utilisent encore des moyens assez didactiques, analytiques pour communiquer, et que maintenant, avec les sciences cognitives et les technologies de pointe que nous avons, on peut raconter ces histoires différemment, sensibiliser justement par le biais de l'émotion, en n'utilisant pas des mots, mais en utilisant que des sensations, du ressenti, et en travaillant avec des spécialistes en neurosciences sur comment est-ce que certains effets olfactifs, sonores, visuels, d'interactivité, de proprioception, etc., peuvent influer sur des sentiments d'émerveillement et d'empathie. Donc, c'est au plus près de la nature, dans le sens que nos sensations, nos émotions sont réelles. Mais évidemment, la nature elle-même ne l'est pas, elle est virtuelle. C'est une nature virtuelle. Enregistrée. Oui, mais les sensations sont réelles. Mais par exemple, les odeurs, vous les avez captées, enregistrées avec des spécialistes des parfums, je crois, c'est ça? Exactement. Quelle est la technologie qui est derrière cette... Ça, c'est tout un parcours assez complexe, parce que ce n'est pas simplement le fait de les capter ou de les traiter, mais c'est aussi comment les diffuser. Et donc, on a dû faire affaire à plusieurs couches de spécialistes pour pouvoir arriver jusqu'à les reproduire. Donc c'est une numérisation, enfin comment... Non, c'est une molécule sèche. Et donc ce sont les gens qui travaillent d'habitude pour les parfums, qui savent capter des odeurs, qui vous les ont recréées. Je ne sais pas, vous avez enregistré l'odeur d'un zèbre ou... On a enregistré certaines odeurs. On travaille avec IFF, le leader mondial des fragrances, qui a ouvert son catalogue de molécules qu'ils ont naturelles, pour travailler avec une équipe de commissariat olfactif du muséum, du nez, de la revue nez, pour ensemble savoir créer un storytelling qui va avec les images, et ensuite le tout validé par des scientifiques du muséum, pour être certain qu'il y ait une pertinence de... Pas des fake news, quoi. Oui, voilà. C'est une recréation, c'est une représentation. Oui, ça reste. C'est proche de la réalité, de l'émotion. Les animaux eux-mêmes pourraient se laisser prendre. On espère. Nous, on se laisse prendre. On fait partie du règne animal. Philippe. Oui, ce que je trouve aussi extraordinaire dans ce concept et dans ce que nous avons commencé à découvrir, mais il manque l'odeur, il manque le son spécialisé sur le très beau teasing. Et pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, on peut imaginer aussi ce type de dispositif dans d'autres champs que la biodiversité et l'histoire naturelle. Je pense aux temps anciens. Je pense à ces ateliers de bronziers, à ces forgerons, je pense à ces agriculteurs, à ces premiers agriculteurs du néolithique, je pense à la taille de silex qui dégage aussi, pour l'avoir testé, une odeur de silex très particulière, etc. C'est-à-dire que vous évoquiez tout à l'heure les musées d'histoire, mais ces musées d'histoire, à partir
d'œuvres authentiques, mais aussi à partir de reconstitutions scientifiquement élaborées, scientifiquement construites et vérifiées, contrôlées. Ça ouvre des perspectives sur notre capacité à mieux comprendre ce que furent ces sociétés un peu anciennes. Donc en fait, la reconstitution vient compléter l'œuvre aux yeux du public. C'est pas quelque chose qui se surimpose ou qui la remplace. Ça enrichit. C'est un enrichissement, un prolongement en fait. Un enrichissement d'autant plus nécessaire que, excepté quelques exceptions bien entendu, on a des œuvres qui sont souvent fragmentaires et qui sont présentées dans une vitrine ou pas une vitrine, peu importe, mais qui ne sont pas présentées aujourd'hui dans un musée comme elles étaient utilisées ou comme elles étaient exposées pour les œuvres d'art chez le commanditaire de l'œuvre qu'il a commandé à un peintre, à un sculpteur, qui ne sont pas présentées pour des objets du quotidien dans l'environnement quotidien où ces objets étaient utilisés par les femmes et les hommes qui nous ont précédés. Je pense au département d'antiquité égyptienne au Louvre, par exemple. Par exemple, je pense à l'époque antique, je pense à la préhistoire, à la protohistoire, je pense à des périodes encore récentes et en ethnologie, on a sans doute à utiliser aussi ce type d'expérience pour nous immerger parce qu'on ne peut pas, parce qu'on n'a pas tous les objets, tous les éléments et le mobilier et les murs de ces périodes anciennes. En revanche, on a des œuvres qui existent et qui sont fragmentaires. On pourrait compléter, augmenter la perception de ces œuvres au moyen de ce que vous avez mis au point, cher ami, qui est époustouflant et waouh. Merci. Je rejoins ce sujet d'ailleurs très intéressant parce que à l'origine du projet, c'était pas simplement essayer de donner plus, de redonner un peu vie aux sciences naturelles, aux expositions classiques, mais c'était beaucoup par le biais à l'origine de l'olfaction comme un langage, un sens, un pouvoir. Un pouvoir lié directement à la mémoire, aux émotions, et par lequel nous voyageons instantanément dans le temps. Et le fait de pousser la Madeleine de Proust. Voilà, au-delà de l'espace, mais du temps aussi, évidemment, ça fera partie peut-être, nous espérons, dans les années à venir, créer un catalogue où on peut avoir l'ensemble des espèces, des écosystèmes de la planète en docu immersif sensoriel, sans mots, mais pourquoi pas aller aussi dans l'histoire. Je vous remercie parce que c'était un exemple concret et qui en plus montre tout ce qui s'est passé et montre la direction. On va reparler avec Valérie et Gwenaëlle. Est-ce que tu peux juste laisser ta place à Pierre Wilk du Centre Pompidou? Merci d'être venu, d'avoir joué le jeu. Merci à vous. Et puis Valérie, toi qui es en charge de tous ces monuments, qui a aussi un peu les mêmes problématiques que Philippe, parce que le temps passe sans forcément passer par ton PowerPoint, encore qu'on peut le passer, mais vraiment en allant dans le fond du sujet. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, combien il y a de monuments au Centre des Monuments Nationaux? Je ne sais plus. Alors c'est un réseau qui est vivant, hein. Il y a des monuments qui rentrent encore, mais on va dire qu'on a une centaine de monuments. Le dernier ouvert, et je le cite parce que justement là on a mis en œuvre un projet assez radical autour de l'immersion sonore. Donc le dernier inauguré là en juin par le président de la République, c'est l'hôtel de la Marine, qui est situé place de la Concorde à Paris, qui était l'ancien garde-meuble de la Couronne. Et j'en parle parce que, alors par rapport à ce qui vient d'être évoqué, oui, tout ça résonne énormément par rapport à la politique qui est engagée au Centre des Monuments Nationaux depuis 10 ans déjà, hein, parce qu'il y a 10 ans déjà. Le centre a considéré vraiment l'innovation comme un levier absolument essentiel pour transformer la mission patrimoniale. Alors, à la fois dans le rapport aux spectateurs, ce dont on a beaucoup parlé depuis ce matin, mais il y a aussi pour nous un enjeu qui est tout aussi important, qui est l'enjeu interne. Parce que tous les projets dont on parle, c'est des projets déjà qui se construisent de manière collective, de manière transversale, et peut-être d'ailleurs avec plus de transversalité que ce qu'on connaissait avant. Donc ça, c'est très intéressant aussi parce qu'il y a une forme de décloisonnement des expertises. On fait appel à de nouveaux métiers, on travaille avec de nouveaux interlocuteurs. Et puis ces projets, ils doivent se penser dans la durée,
de manière pérenne, parce que nous, on ne travaille pas sur des coûts événementiels, mais on travaille vraiment sur des projets qui transforment en profondeur la manière dont on perçoit, on visite les monuments. Et donc, à un moment donné, il faut que ces projets, ils s'ancrent physiquement dans les monuments. Donc, ça veut dire qu'ils tiennent compte des spécificités et des contraintes aussi des monuments. C'est ce qui nous différencie là d'une expérience comme celle de Doha qu'on a évoquée tout à l'heure, parce que le point de départ de la démarche, c'est quand même le monument. Qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce qu'on veut révéler peut-être de l'histoire du monument? Qu'est-ce qu'on veut révéler de parties disparues du monument? Donc nous, c'est ça notre point de départ. C'est quand même une préoccupation scientifique qui va être au fondement de la création d'une nouvelle forme de relation avec les visiteurs. Impressionnant. Donc, les projets que nous conduisons, c'est des projets qui s'inscrivent dans une démarche d'ensemble, en tout cas pour les projets vraiment majeurs. Quand on crée ou qu'on repense un parcours de visite, et notamment en utilisant l'immersif, ça va être toujours dans une démarche d'ensemble, c'est-à-dire que je t'interromps, ça va Valérie, tu m'entends compléter une démarche de restauration du bâtiment à proprement parler. Voilà. Donc l'hôtel de la Marine, c'est tout à fait ça. Donc c'est un site absolument exceptionnel que les Parisiens et plus largement les amoureux du patrimoine redécouvrent là depuis le mois de juin, puisqu'il est ouvert à la visite. Donc le parti pris de restauration de ce site, c'est vraiment de plonger les visiteurs dans l'esprit, dans l'ambiance, dans l'humeur de ce bâtiment du XVIIIe siècle. Et donc, on est dans une logique d'immersion patrimoniale totale, ce qui a conduit à une campagne de restauration assez exceptionnelle qui est passée par du remeublement avec des meubles achetés en salle de vente qui étaient originellement dans le garde-meuble et qu'on a replacé à l'emplacement d'origine. C'est un travail très subtil qui a été fait sur les tissus, sur les matières. Pardon Valérie. Et donc, on a choisi dans ce prolongement un outil... Pardon Valérie. Elle m'entend oui. pas. Pardon, excuse-moi, parce qu'on a un problème de retour son. Mais on voit les images. Je sais que tu es absolument passionné. Je voulais qu'on passe un peu en revue les différentes slides. Donc là, sur la deuxième slide, sur la Sainte-Chapelle avec Synergies. Qu'est-ce que c'est là? C'est de l'accessibilité du patrimoine? Je m'entends plus. Oui, alors ça, c'est une expérience qui démarre là, qui est tout à fait exceptionnelle, qui est une première d'ailleurs mondiale, tant en termes de cas d'usage que sur le plan technique. Donc, il s'agit de créer un nouveau format de visite guidée, donc avec un médiateur, à distance, en réalité augmentée, à la Sainte-Chapelle. Donc, ça procède d'un plan plus large d'expérimentation là, que l'on a conduit pendant 3 mois avec 4000 visiteurs. Et directement consécutif à la crise sanitaire, parce que la grande question que cette crise a posée pour nous, évidemment, ça a été de maintenir un lien avec les publics, ces publics qui étaient empêchés de rentrer dans les monuments. Donc là, on crée quelque chose qui est tout à fait singulier, qui fait qu'un visiteur doté d'un médiateur avec un casque HoloLens va se déplacer dans le monument et ce qu'il voit, ce qu'il dit va être filmé et proposé en direct à des visiteurs chez eux ou dans une salle de classe. Donc pour nous, c'est une manière de donner une perception du monument hors les murs et donc d'aller chercher des visiteurs qui de toute façon seraient dans l'impossibilité matérielle parce que trop éloignés de venir dans les monuments. Ce qui montre aussi là qu'on réinvente le métier de visite et que là où il y a quelques années peut-être on avait tendance à opposer la visite in situ et la visite à distance, aujourd'hui on voit bien que tout ça converge et effectivement je reprends le terme évoqué tout à l'heure d'hybridation des formats qui paraît être l'avenir de l'expérience et de la visite patrimoniale. Je continue sur la collection VR avec Lucid Realities sur la Villa Savoie. C'est une collection, donc il y aura plusieurs monuments où c'est consacré à l'architecture moderne. Quelle est la logique qui est derrière ? Oui, alors c'est effectivement le rêve de Lucid Realities de pouvoir lancer une collection architecturale sur les grands monuments effectivement du patrimoine. Donc la Villa Savoie, ça correspond à un coup de cœur aussi de Chloé Jarry, la fondatrice de Lucid Realities, qui apprécie particulièrement cet architecte. Et puis c'est une villa qui est très intéressante à traiter par l'expérience de réalité virtuelle. Puisqu'on est dans une œuvre manifeste qui va se trouver dans la maquette, finalement, va se trouver démontée dans l'expérience VR, ce qui va permettre de mieux comprendre comment elle a été agencée et par là de familiariser les visiteurs au principe de l'architecture le corbusienne. Mais encore une fois, en s'appuyant sur le vecteur de l'émotion, puisqu'on va être baigné dans les souvenirs de la commanditaire de la Villa Savoie, Madame Savoie.
Donc on espère en effet que c'est le premier chapitre d'une collection qui va s'étendre. Comme disent les anglo-saxons, can't wait. On ne peut pas attendre, j'ai envie de le voir tout de suite. On a envie de voir ça. Merci. Moi aussi. On a un prototype pour l'instant. Et on cherche des financeurs. Ah bah écoute, voilà ce qu'il fallait dire. C'est dit. Voilà, Pierre, oui, tu nous rejoins, tu es l'homme du public, enfin comment exactement le Des publics. Des publics. Des publics. Du Centre Pompidou-Metz. Oui. Qu'est-ce que tout ça t'inspire? C'est absolument fascinant et ça nous rend très humbles au Centre Pompidou puisque c'est une marche qu'on n'a pas encore franchie. En toute honnêteté, on se l'est dit quand on a préparé, c'est encore quelque chose sur quoi on travaille assidûment. On consolide des préalables et des prérequis pour pouvoir se lancer dans ce type de projet. Mais c'est fascinant. Et rien que ce magnifique habillage qui rend honneur à notre beau bâtiment. Je te remercie. On remercie aussi Stan. C'est vraiment très très beau. Donc oui, c'est des choses qui nous fascinent et qu'on a très envie de tester très rapidement. C'est pourquoi c'est toujours cette question de la relation avec le public qui a été un peu le fil conducteur de toutes ces discussions. C'est-à-dire que ce soit à Doha où on veut permettre aux Qataris de se retrouver, de s'imaginer, de se projeter dans ce monde qui est le leur, mais qui n'est pas encore bien identifié, ou dans la démarche historique, parce que Philippe est un archéologue de formation et aussi un patron de musée. Est-ce que ce n'est pas en fait, cette question d'engagement, cette question de participation qui est centrale? Et donc ça fait partie de ton rôle, c'est le numérique qui va le permettre, ou c'est parce qu'on ne sait plus comment faire venir les gens dans les musées? Non, on sait toujours, puisque la preuve en est, l'été qu'on a passé a été absolument fascinant. On est extrêmement content du retour des visiteurs physiquement dans nos espaces. Mais c'est la réflexion que je me faisais en vous entendant parler. En fait, je trouve que c'est ça qui est incroyable dans ces propositions, c'est qu'elles intègrent, au-delà d'une très très grande valeur ajoutée artistique, puisque c'est vraiment des œuvres à part entière, c'est des œuvres qui intègrent dès le départ la perception du public en fait, qui est pris en compte, qui est tout de suite intégrée et qui en font des œuvres de médiation aussi, avec une grande dimension de médiation qui est déjà intégrée. Cette capacité à personnaliser le contenu, à être en adéquation avec justement des publics de territoire avec leurs propres caractéristiques. Complètement fascinant, là où nous, notre travail au quotidien avec des œuvres qui ont été issues de processus créatifs autres, nous oblige à réfléchir à des processus de médiation, à des outils tiers. Là, ce sont des œuvres qui intègrent directement cette dimension-là. Alors, dire qu'on n'aura plus de travail à faire, je ne pense pas, parce qu'au contraire, ça reste des propositions qui doivent être accompagnées. Mais c'est ça qui est fascinant, oui, et qui nous alimente et nous font vibrer, puisque voilà, c'est notre métier au quotidien, oui. Et justement, cette hybridation de l'offre diversifie les publics. Et vous, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que vous cherchez, par exemple, à faire des expositions qui auraient des publics différenciés ou au contraire à rassembler les publics? L'élargissement du public, c'est une question très vaste et à laquelle on peut répondre de multiples façons. L'angle que nous, on a commencé à aborder, c'est plutôt de se dire que les points de contact entre le musée et le public, ils sont actuellement multiples et ils existent, mais je pense qu'ils répondent à des modèles qui sont efficaces, mais qui ont déjà quelques années. Et il est essentiel, si on veut continuer à maintenir ce lien avec les publics, de renouveler constamment, de questionner constamment ce lien. Je pense que... C'est pour ça que vous avez été le premier à travailler avec TikTok, tout d'un coup en se disant on va tenter quelque chose. Alors c'est ce que j'expliquais hier, effectivement, à l'autre table ronde. On a cette capacité d'un musée finalement très jeune et encore avec une équipe assez restreinte, de pouvoir se permettre, contrairement à des très grosses industries et des très grandes maisons, pouvoir se permettre de dire, bon ben là on sent qu'il y a quelque chose qui peut fonctionner, on sent qu'il y a une adéquation avec le public, on y va, on se lance, on tente. TikTok est venu nous chercher et nous a un peu titillé, on a répondu présent et on est excessivement... Parce que Archimboldo et TikTok, au début, ça ne fait pas forcément bon ménage. Ça ne saute pas aux yeux. Ça ne saute pas aux yeux et pourtant, moi je trouve qu'un
une des premières choses qu'on s'est dit dans l'équipe quand on a abordé cette exposition, on s'est dit c'est vraiment une exposition qui est ultra rock'n'roll en fait. Oui, c'est vrai. Et on s'est dit Je vous encourage à venir la voir d'ailleurs. Bien sûr. Elle est là Jusqu'au combien de 22 temps novembre. 22 novembre. C'est une exposition qui est rock'n'roll en fait parce qu'elle fait un peu éclater tous les codes, elle fait éclater les périodes, elle fait éclater les esthétiques. Donc il y a cette espèce de grand brassage. Et pour nous, c'était à la fois intéressant de trouver le meilleur média pour en rendre compte, et puis en plus parce que TikTok, qui a un public plutôt jeune, les codes de ce public-là répondaient aussi en partie à ceux de l'exposition. Donc on s'est lancé effectivement un peu en test and learn, et le learn est plutôt très positif. Oui, donc là, il y a bien un cas d'adaptation d'une exposition à un public, avec des médiums qui sont différents, puisque TikTok est convoqué justement comme médiation entre l'exposition elle-même et les publics potentiels. Oui, et puis pour nous, c'était aussi l'outil idéal, parce qu'encore une fois, c'était les codes de cet outil-là répondaient à ça, c'était de montrer aussi... en fait, le live TikTok s'est fait à un moment où l'expo n'était pas encore ouverte. Donc c'était, ah oui, carrément avant. C'était une pré-visite, en fait, une preview, dans laquelle on a vraiment axé sur le côté coulisses. Donc, il y avait encore des personnes qui travaillaient, des régisseurs, il y avait encore des caisses avec des œuvres. Il y avait encore toute cette espèce de cuisine maison que généralement personne ne voit, qui est en plus des savoir-faire et des métiers qui sont complètement fascinants, qui sont des scénographes, des régisseurs, des personnes qui accrochent, des personnes qui sont là pour vérifier l'intégrité des œuvres quand elles arrivent. Les conservateurs étaient là dans on n'a pas de conservateur au Centre Pompidou, mais les commissaires étaient là, et c'est effectivement la commissaire qui a fait la visite. Ça aussi, ça a été une très grande surprise, puisqu'on s'est dit, bon voilà, on part du principe qu'on livre un contenu qui est très riche et très précieux, mais voilà, livré par un commissaire. Alors heureusement, la commissaire est quelqu'un qui en plus a déjà travaillé dans la médiation, donc elle a cette facilité à adapter son discours. Et on a été vraiment étonnés du fait que les gens, non seulement avaient parfaitement intégré sans absolument aucune réserve le contenu, et en plus rebondissaient et reposaient des questions. Il y a eu beaucoup d'engagement en fait pendant ce live, des questions qui étaient extrêmement pertinentes. Donc oui, ça a été une manière nouvelle qui nous a fait reconsidérer et qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, TikTok, qu'on avait un peu ouvert comme un réseau social supplémentaire, est en train de réintégrer doucement les vrais outils de médiation à part entière. On fait intervenir maintenant sur ce support-là nos médiateurs qui font des interventions vraiment cadrées. Ils font des posts TikTok et ils font des posts TikTok. Avec de la musique je ne sais plus si on commence à réfléchir à vraiment des modèles vraiment adaptés, mais c'est en passe de se développer et on a très envie d'investir ça. Oui. Philippe, je te voyais réagir là. Oui, parce qu'il y a un élément, tu viens de le dire, en laissant apparaître les coulisses de nos quotidiens. Il y a un autre élément qui m'a fasciné, peut-être la Covid a-t-elle changé aussi la donne. Un certain nombre de collègues n'ont pas convoyé, c'est-à-dire accompagné du point de départ les œuvres jusqu'au point d'arrivée, mais ont suivi en direct sur leurs écrans. Et alors, quand je me souviens de la table ronde précédente, où on était dans des sous-marins, dans des... Eh bien là, on peut être aussi dans des espaces comme ça. Dans le jumeau numérique du musée. Le jumeau numérique de l'installation permet aux collègues conservateurs de voir comment sont manipulées les œuvres, comment elles sont accrochées, et demain, après-demain, de le sentir dans des gants qui leur transmettront les pressions. Ah oui, carrément. Là, toi, tu fais le lien avec la formation. Ça a des conséquences très fortes sur l'empreinte carbone, sur tout un tas de choses que l'on cherche à maîtriser dans nos métiers. Et je trouve que ça nous permet de résoudre le paradoxe entre le musée sous ses formes hybrides et le territoire. Parce que justement, en voyant le concret, le chemin concret des œuvres, les gestes manuels des personnes qui manipulent les œuvres, on retourne vraiment à quelque chose de terrestre et de physique. Donc en fait, il y a une conciliation entre le virtuel et le physique. Oui, puis
une réhumanisation, une réincarnation en fait de quelque chose. Alors encore une fois, avec quoi on n'a pas de difficulté, la dématérialisation, la digitalisation, c'est quelque chose qu'on manipule au quotidien, mais la dimension humaine, parfois, on sent qu'on la perd un petit peu, et c'est vrai que par ces biais-là, redonner à voir ce genre de choses, encore une fois, en mettant en plus, c'est quasiment du patrimoine en l'état aussi, ses compétences, Oui. ses savoir-faire. C'est des savoir-faire, exactement. ça se transmet. Donc, non, effectivement, c'est un lien très fort à cet endroit-là, oui. Philippe, waouh. Re-waouh. Ça fait plusieurs jours et ça va encore continuer demain, cet après-midi et demain. Je voudrais juste ajouter un petit élément de réflexion. Les grands projets qu'on vient de voir sont très intéressants et très importants parce que les moyens financiers dégagés, même si c'est confidentiel défense, si j'ai bien compris, pour un certain nombre d'entre eux, en tout cas, ont permis, grâce à ces moyens mis en œuvre, ont permis de développer, de faire de la recherche, de développer. Et je pense que ces expérimentations magnifiquement réussies pourront ruisseler jusque dans les musées de région. L'expérience du Muséum national d'histoire naturelle, l'expérience du Qatar, etc. J'espère que ça va ruisseler jusque dans les musées en région, avec ensuite des coûts sur des surfaces qui ne seront pas celles dessinées par Jean Nouvel, sur des coûts qui seraient suffisamment raisonnables pour que nos collectivités territoriales puissent les prendre en compte et puissent ensuite les développer. Là, évidemment, sur notre projet de pavillon de la biodiversité, on prend une photocopieuse, on réduit un certain nombre d'éléments, et ce qui a été magistralement développé pour le Muséum national d'histoire naturelle, certains éléments revisités pourraient venir chez nous. Ce qui a été fait au Qatar aussi, etc., etc. Ce qui a été fait dans les sous-marins, dans la maintenance de la Hague ou peu importe. Voilà, c'est toute une série d'éléments, d'informations et de choses qui vont se décliner et qui vont ruisseler et qui circulent. Et demain, nos visiteurs vont en avoir besoin parce qu'ils seront tellement familiarisés avec ça qu'on ne pourra plus rester avec des vitrines en bois et des objets un peu poussiéreux derrière des vitres. C'est ce qui existait encore il y a une cinquantaine d'années. Tout ça doit progressivement s'estomper et disparaître. Et pour rebondir là-dessus, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas évoqué depuis le début, mais le Centre Pompidou-Metz est un établissement qui d'ailleurs n'est pas un musée, on parle de musée depuis le début, mais c'est un centre d'art. Et pourquoi cette distinction? Parce que le Centre Pompidou n'a pas de collection à proprement parler et encore moins traite de patrimoine, n'a pas de patrimoine à valoriser. C'est un centre qui accueille des expositions temporaires. Ce que vous venez de dire, M. Brunella, c'est effectivement quelque chose que je trouve tout à fait pertinent parce qu'avec cette incapacité, entre guillemets, qu'on a, nous, à valoriser quelque chose qu'on aurait à disposition, on n'a rien à disposition, donc c'est des choses qui se renouvellent constamment. Le fait de pouvoir nous-mêmes accueillir des choses qui ont été produites sur mesure peut-être, mais parfois en intégrant des dimensions de réadaptation, des choses qu'on pourrait accueillir nous-mêmes et faire voir dans des espaces qui sont prévus pour du temporaire et de l'adaptable, serait complètement pertinent en fait. C'est en ça qu'on a parlé de Lucid Realities. J'ai déjà pris contact avec eux. Ils ont effectivement ce projet Chloé Jarry fait partie des producteurs qui anticipent ces discussions. On a déjà rencontré et avec qui on essaie de voir dans quelle mesure on peut travailler pour accueillir des choses dans des endroits comme le nôtre qui sont faits pour ça en fait. Je vous remercie tous. On a envie de continuer à discuter, à échanger et à avoir des wow très souvent. C'est une très belle conclusion, notamment en citant une des meilleures ou une des plus grandes sociétés françaises qui est à la fois créative et qui travaille avec vous. Je vous remercie aussi parce que c'est un voyage qu'on a fait avec beaucoup d'images, avec beaucoup de réflexions de très très haut niveau et puis aussi beaucoup de passion et d'humour. Donc merci et puis on se donne rendez-vous à 14h. On parlera d'autres grands sujets autour de la distribution de l'immersif. Merci beaucoup. Merci. Merci.